Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Meilleurs vœux pour l'année 2022 qui commence et qu'on espère meilleure que l'année 2021, qui n'a pas été si mauvaise, nous allons le voir tout au courant de cette émission. L'année 21 c'est donc achevé, une année spéciale et particulière à tous les égards et de tout point de vue sanitaire, politique, institutionnel, diplomatique, géopolitique. Comme les autres pays du monde, le Royaume a dû faire face à plusieurs vagues de la pandémie et en dépit des dégâts et autres crises sectorielles, il a tenu et tient relativement bon, même si le véritable état des lieux reste à faire. La campagne de vaccination a très bien commencé, des chiffres importants ont été atteints, malgré la très forte compétition entre acheteurs d'un même vaccin. Sur le plan de la perspective, le tant attendu nouveau modèle de développement a finalement été remis au roi Mohamed VI et certaines de ses recommandations sont même déjà en train d'être mises en place. Le domaine social est également en chantier, en grand chantier, puisque la protection sociale et la couverture médicale sont également sur les rails. Du point de vue politique, le Maroc a connu pour la première fois un triple scrutin le même jour. Le 8 septembre, Marocaines et Marocains ont voté en masse, certes pas massivement, mais en masse. Avec un taux de participation de plus de 50%, le Royaume s'est retrouvé gouverné par le trio en tête, à savoir le PAM, l'Istiqlal et le RNI, arrivé premier, qui a vu son numéro 1, Aziz Akhnouch, désigné par le chef de l'État pour former sa majorité. Comment donc s'était déroulée cette année 2021 ? Comment le Maroc a su tenir face à la menace sanitaire ? Comment se sont passées les élections, campagne électorale et vote ? Et quels sont les premiers indicateurs de cette nouvelle majorité, de ce nouveau gouvernement ? Nous répondrons à toutes ces questions et à d'autres encore avec nos invités qui ont accepté donc d'être avec nous pour ce début d'année 2022. Aziz Saïdi, vous êtes journaliste et consultant média. Merci d'avoir répondu à notre invitation et meilleurs vœux. Merci à vous et meilleurs vœux à vous et à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci beaucoup Aziz. Mohamed Zainabi, vous êtes rédacteur en chef de l'Observateur du Maroc. Bonjour, merci d'être avec nous et meilleurs vœux à vous aussi. À vous aussi et à tous vos téléspectateurs que, comme vous venez de dire, que 2020 soit meilleur. 2022 soit meilleur que 2021. C'est vrai que 2020-2021, c'était un peu la crise. Et 2022, ça va être, on l'espère, la sortie de crise avec la vaccination. Avec tout ce qui se passe, nous en parlerons. Alors, on commence déjà par la Covid, une vague de contamination qui a été très dure en été, avec un nombre de contaminations qui a explosé, un nombre de décès qui a monté aussi. Mais les choses n'ont véritablement jamais échappé au contrôle. Et la campagne de vaccination a été un modèle de réussite, malgré le fait qu'elle marque le pas un peu ces dernières semaines. Alors, Mohamed Zainabi, je commence avec vous. Globalement, presque 2 ans après le début de la crise, comment l'État a géré cette pandémie ? Avec tout ce qui va à côté, bien sûr, parce qu'il y a l'économique, le social, il y a tout. Bien sûr. Alors, bien sûr, globalement, et ça, c'est un avis qui est connu, non seulement entre nous, Marocains, etc., mais même à l'étranger. Tout le monde aujourd'hui reconnaît au Maroc la pertinence de ses choix concernant la gestion de la crise pandémique. Rappelons-le, à un moment où il y avait presque une guerre géopolitique pour l'acquisition des vaccins, etc. Le Maroc, conduit par le souverain, qui s'est personnellement impliqué pour que le pays ait les vaccins qu'il faut au moment qu'il faut, le Maroc a pu tirer son épingle de ce jeu qui a été parfois malsain. On a vu par exemple les Européens qui se sont quelque peu bouffé le nez entre eux. C'est moins qu'on puisse dire, oui. Voilà. Il y avait des cargaisons qui disparaissaient sur le tarmac. Qui changeaient de destinataire sur le tarmac. Ce ne sont pas maintenant vus comme ça de loin. On pourrait croire que ce sont des transactions et que c'est le plus offrant, etc. Non. L'enjeu est beaucoup plus profond que ça. L'enjeu est beaucoup plus important que ça. Et c'est la stature du pays, c'est ses relations, c'est son poids à l'international qui pèse dans ce genre de combat. Et donc, alors, globalement, le Maroc a su très très bien gérer l'acquisition des vaccins, la gestion exemplaire de la prise de rendez-vous pour les vaccins, etc., d'une manière informatisée. Il faut rappeler que des Français nous enviaient à un certain moment pour le niveau que nous avions atteint de taux de vaccination et la bonne manière avec laquelle on avait géré la vaccination. Alors maintenant, sur le plan économique,
le choix est fait, et ça se confirme encore en ce début d'année 2022, est fait pour d'abord la protection de la santé des citoyens, parfois au détriment de l'économie. Bien sûr qu'il y a à dire, le secteur du tourisme se meurt. Est-ce que les mesures prises d'indemnisation des salariés, 2000 dirhams, etc., c'est suffisant, pas suffisant? Jusqu'à quand on pourrait se permettre ce genre de solution jugée par certains observateurs de facilité? La question mérite d'être posée. Mais on ne peut pas, je veux dire, prendre le risque de prendre une mesure qui serait attentatoire à la santé des Marocains. Et il est très difficile aujourd'hui pour tous les gouvernements du monde de prendre des décisions à un moment où tout le monde manque de visibilité. On ne sait pas comment pourrait évoluer ce nouveau variant Omicron. Est-ce qu'il serait, on l'espère très bien, nous prions le bon Dieu pour que ça soit vrai, que ça soit la dernière vague et que l'on puisse revenir véritablement à la vie normale après ça. C'est ce qu'a dit le ministre de la Santé Khalid Taleb en début de semaine, qu'ils attendent un pic vers le 17, on devrait s'attendre à un pic entre le 17 et le 23 janvier, mais que tout dépend aussi de la discipline des gens et de la manière dont ils ont de se comporter. Donc, à vous comprendre, en fait, la pandémie, on a pu en faire un outil de soft power d'une manière ou d'une autre sur le rayonnement, l'image du Maroc à l'extérieur. Et n'oublions pas la grande annonce qui a été faite de la fabrication des vaccins ici au Maroc et annoncer un tel projet structurant au moment où personne ne sait où... panafricain. Alors justement, voilà. Aziz Saïdi, sur les vaccins, comment vous avez vu cette campagne de vaccination entre l'acquisition, le transport, la distribution, parfois dans la logistique pour les vaccins Pfizer était assez compliquée. L'organisation informatique qu'il y avait en back-office. Alors, vous l'aviez dit, sur le tarmac, ça a changé. Et une fois, on était ici avec des gens de la commission scientifique et technique et médicale, et qui ont dit, vous ne savez pas comment ça s'est passé. Nous, on connaît les efforts qu'ont fait les Marocains. Après, on a appris qu'il y avait des gens de la diplomatie marocaine qui étaient là-bas et qui surveillaient les stocks pour que ça arrivait, pour que ça ne parte pas dans un autre pays. Alors, Aziz Saïdi, quel est votre avis sur les vaccins du début jusqu'à aujourd'hui? Il faut d'abord souligner que la réactivité des autorités marocaines est à saluer indéniablement, parce que c'était une réponse presque par anticipation, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont, avant même le lancement de la campagne de vaccination. La réaction des autorités marocaines a été très très bonne. Et puis, par la suite, comme vous l'avez dit, on a pu anticiper par rapport à cette histoire des vaccins, notamment en participant aux essais cliniques du vaccin chinois. Ça, c'était un élément indéniable dans le fait de s'assurer d'un approvisionnement sûr. Puis après, on a diversifié les vaccins et puis les sources d'approvisionnement tout court. Et puis, on a mobilisé tous les relais possibles, diplomatiques, mais aussi économiques, pour pouvoir être approvisionnés en temps et en heure. S'en est suivi aussi une excellente gestion de la supply chain qui s'est basée sur un modèle public-privé avec notamment des opérateurs, public-privé, mais 100% marocaine, donc avec des opérateurs du privé qui sont spécialisés dans le domaine de la logistique et de la supply chain, mais qui ont été aussi adossés aux efforts déployés par le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur et toutes les autres autorités, notamment aussi les entreprises publiques de transport. On parle de la RAM, on parle de la SNTL, etc. Donc il y a eu une gestion qui a montré son efficacité, qui a même été citée en exemple à un moment donné, puisque, comme vous l'avez dit, le taux de vaccination a été très très important, très important par rapport à des pays qui sont développés et qui ont une logistique normalement plus aguerrie. Force est de constater que justement le Maroc a marqué des points, comme vous l'avez dit, en termes de rayonnement aussi, parce que quand on cite ces chiffres-là devant et qu'on dit qu'on a mieux vacciné que les Français ou les Allemands, c'est que c'est pas rien. Donc c'est quelque chose. Maintenant, comme vous l'avez dit, depuis quelques semaines, ça marque le pas. Moi, j'ai l'impression, j'ai une théorie qui n'en
langage que moi, je pense que cette histoire de passe vaccinal, peut-être qu'on va y venir, a un peu braqué les gens. Parce qu'on était sur un rythme de croisière qui était très intéressant. Puis à un moment donné, arriver avec une telle décision qui, à mon sens, enfin, je ne conteste pas la décision en elle-même, je conteste surtout la manière dont elle a été faite, la ça a été fait, surtout pour dire d'ici 48 heures le pass est exigible. C'était quelque chose qui, à mon sens, était une erreur tactique qui a montré un certain tâtonnement de la part du gouvernement. Ne l'oublions pas, c'était un gouvernement qui venait de prendre ses fonctions. Et donc là, les gens sont braqués. On l'a vu aussi. Il y a eu des contestations, un mouvement anti-vax qui est venu aussi après. Mais c'est surtout cette impression d'improvisation qui a un peu, j'ai l'impression, braqué les gens. Sur la question à vous deux, réponse rapide parce qu'on a encore d'autres thèmes à développer. Le pass vaccinal et la fermeture des frontières décidées il y a 2 semaines à peu près ont été des mesures, comme vous le dites, Aziz Saïdi, certainement nécessaires, mais peut-être mal comprises. Est-ce que, quand on voit la loi 3409 ou la Constitution, l'État est tenu de protéger sa population, de lui assurer une bonne santé et un bien-être. Et donc, il y a eu ces 2 décisions. Aziz Saïdi dit que ça a peut-être marqué le pas quand on voyait ces 2 décisions. En fait, sur le plan de la communication, Aziz vient de le dire, en fait, le gouvernement venait de prendre ses fonctions. Il devait quand même changer de façon de communiquer. On était habitué à des décisions prises la veille, même pas l'avant-veille, et qu'on rectifiait après coup, etc. Ce n'est pas bien. Il faut que le gouvernement montre de l'assurance, parce que il n'y a pas d'autre solution de protéger les Marocains que aujourd'hui, c'est mondialement connu. Il n'y a pas d'autre solution que la vaccination. La plupart des gens en sont conscients, mais il y a, l'enthousiasme a tiédi un petit peu au vu de la réalité de tous les jours. On ne voyait pas le danger. Mais maintenant qu'il y a Omicron et qu'il y a danger, etc., il faut savoir parler aux Marocains, il faut continuer à les convaincre parce que nous avons un réel problème, que tous les acquis pourraient partir en l'air si on ne se prenait pas la 3e dose. Aujourd'hui, à moins de verser dans un complotisme, je ne sais pas, les théories du complot, comme le fait parfois malencontreusement Nabila Mounib, la réalité scientifique aujourd'hui, au vu du nombre de vaccinés, fait que on doit faire confiance au vaccin pour se protéger. Oui. Sinon, on le paye, on peut le payer cher. Voilà. Même le fabricant. Alors maintenant, par rapport aux décisions, tout récemment, par exemple, le ministre de l'Enseignement supérieur a sorti une note ministérielle disant qu'il va falloir reporter les examens. Dans la même soirée, il sort une note additive, corrective, pour dire « Ah non, les doyens, les présidents des universités, des grandes écoles doivent décider de ce qui pourrait être le mieux à faire ». C'est ce genre d'hésitation qu'il faut éviter. Alors justement, Aziz Saïdi, même question pour vous sur le pass vaccinal et les frontières. Pour la question du pass vaccinal, effectivement, le gouvernement d'ailleurs a mis du temps à véritablement, que ce soit véritablement obligatoire. C'est-à-dire que ça a été décidé sur 48 heures avant, mais on a laissé le temps aux gens de pouvoir se faire vacciner. Donc c'est peut-être un hic de communication, mais en même temps, pas pour justifier le gouvernement, mais je me demande quel est le gouvernement sur Terre qui ne patauge pas un peu. On les voit en France, on les voit en Espagne, on les voit aux États-Unis, on les voit en Allemagne, on les voit un peu partout. Tout le monde patauge, tout le monde réagit pratiquement le nez sur le guidon. Vous en pensez quoi ? Certes, la situation n'est pas facile et il faut être au cœur de la décision pour justement appréhender la difficulté que c'est de prendre de telles décisions. Maintenant, pour moi, il y a un vrai besoin de pédagogie. Les Marocains sont adultes et pour la plupart vaccinés. Et il faut leur parler un langage de vérité, avancer des arguments. D'ailleurs, vous avez parlé de la commission scientifique, il y a eu une conférence de la commission scientifique pour essayer d'étayer cette décision, mais elle est venue quelques semaines après. Pour moi, c'est malheureusement là où il y a le hic. Alors, bien évidemment, par rapport au pass vaccinal,
il y a quand même un aspect de restriction de liberté qui est indéniable. Il y a quelque chose, la manière même dont ça a été fait, on est en état d'exception, donc forcément on a les outils pour pouvoir prendre des décisions sans passer par le circuit, l'état d'urgence, sans passer par le circuit classique, mais de telles questions auraient tout à fait leur place dans les débats du Parlement et avec les citoyens en général, dans les médias et tout ça. Donc à mon sens, cette précipitation, c'est le principal hic. Maintenant, pour le bien fondé, moi, ma position personnelle, bien évidemment que j'appelle tout le monde à se faire vacciner, parce que, faute de mieux, c'est ce qu'il y a pour l'instant comme solution à une situation qui n'a que trop duré. Les gens sont là de cette crise pandémique qui dure depuis maintenant 2 ans et qui a des répercussions sur leur vie, que ce soit en termes économiques, sociaux et même au niveau des familles et tout ça. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour les parents d'élèves, par exemple, qui ne savent pas à chaque fois comment anticiper les décisions. On sait qu'on aura des problèmes puisqu'on a retardé la rentrée scolaire, on aura des problèmes à gérer ça parce que, par exemple, rien que pour les gens qui passent leur concours, est-ce qu'ils auront le temps de pouvoir finir leur cursus avant d'y aller? Est-ce que c'est des questions qui se posent? Et à mon sens, moi, je suis pour un débat inclusif. Et qu'on n'aille pas tout de suite vers des restrictions de liberté sans un travail pédagogique préalable qui puisse préparer l'opinion publique, parce que, à mon sens, l'opinion publique, on y viendra après avec le nouveau modèle de développement qui a été l'un des moments clés, moments phares de l'année, c'est un État fort en face d'une société forte. Donc, et pour avoir cette société forte, il faut respecter l'opinion publique, il faut lui donner les moyens de s'exprimer, les moyens de présenter ses arguments et ses contre-arguments. En même temps, on est d'accord autour de cette table que on va dire, déjà, parce que c'est pas évident de prendre les décisions, mais d'un autre côté, il y a quelque chose, malheur est bon, parce que on est face à un débat public positif. Il n'y a pas les insultes, il y a les gens qui argumentent. Vous avez parlé des antivax tout à l'heure. Bon, tout le monde a la liberté de dire ce qu'il a envie de dire, et les gens débattent. Et effectivement, ça a créé quand même quelque chose. On sortira de cette pandémie, pas comme on y est rentré. Alors, vous parlez du nouveau modèle de développement. On passe le 2e axe. Alors, je vous le rappelle, je rappelle aux téléspectateurs, le 25 mai, Chakib Ben Moussa, le président de la commission spéciale sur le modèle de développement, a remis son rapport au roi Mohamed VI après 18 mois de travail en pleine pandémie. Donc, effectivement, on entre dans ce modèle et on en sort d'une autre manière. Des recommandations pour un Maroc nouveau, pour un Maroc émergent. Donc, on va faire un petit tour d'horizon. Forcément, qui ne va pas être exhaustif parce que c'est 170 pages, c'est 350 d'annexes. Ça ne va pas être exhaustif, mais rapidement, pour vous deux, je commence avec vous, Mohamed Zeinabi. Quelles sont les grandes idées que vous en avez retenues? Vous avez parlé État fort, société forte. Quelles sont... Alors, déjà, on a toujours souligné lors des débats préparatoires comme dans le rapport final l'inclusivité, si j'ose dire. C'est aller vers une société inclusive, une économie inclusive, aller vers une société apaisée où le débat a toute sa place. Et la préparation, le processus préparatoire du nouveau modèle de développement a été dans ce sens un exemple, puisqu'il y a eu un débat, il y a eu une démarche participative, etc. Et le gouvernement doit en tirer les enseignements nécessaires. Maintenant, ce que je tire de véritablement saillant dans le rapport, c'est notamment la territorialisation de la croissance et du développement. Ce que j'en tire aussi, c'est la nécessité de faire avancer le Maroc nouveau par le savoir, par la recherche scientifique. La place aussi qui est donnée à la culture dans le nouveau modèle de développement marocain. On ne peut pas avancer sans fondement culturel fort. Alors, maintenant, la transposition de ce qui a été préconisé dans le projet ou dans le programme gouvernemental, il y a à dire. On ne voit pas encore
mais bien sûr, parce qu'il y a des urgences à gérer, parce qu'il y a le déploiement de la protection sociale qui prend beaucoup d'importance de ce début de quinquennat, et c'est une bonne chose, et parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il faudrait que le gouvernement mette le cap et marque la différence par rapport à l'exécutif sortant en donnant des signaux clairs aux Marocains sur ses choix de société, j'insiste. Il ne s'agira pas seulement de gérer l'économie comme si on gérait une entreprise, etc. Il s'agit de gérer une société sur le long terme. Et là, il y a des débats de fond à créer. Sachant que le code pénal doit changer, mais son fondement, c'est le choix. Philosophie pénale. Ouais, philosophie de la politique pénale. Exactement. Qu'est-ce qu'on devra faire en urgence de tous les prévenus qui ne sont pas encore jugés et qui remplissent nos prisons? Qu'est-ce qu'on doit faire en matière d'enseignement? Aujourd'hui encore, au début du mandat du gouvernement, il y a 40 élèves dans des classes de cours dans l'enseignement public. Je peux citer même des exemples. Belvédère, école Hassan Ier, à côté de l'Académie régionale de l'enseignement, il y a un problème de surcharge. Donc, c'est très bien d'annoncer de très bonnes intentions de changement, etc. Encore faut-il donner des signaux rapides d'un début de changement. On va y arriver rapidement avec l'éducation. Aziz Saïdi, les grandes lignes, ce qui vous a... Le travail mené par la commission spéciale du nouveau modèle de développement a été, comme l'a dit, mené. Ça a commencé même avant la pandémie. Je pense que la pandémie a été aussi au cœur. Elle a amené aussi une nouvelle donne. Notamment par rapport à cette histoire de nécessité d'un État fort pour pouvoir réagir à des crises structurelles comme celle suscitée par la pandémie du Covid-19. Maintenant, moi, ce que je retiens vraiment de ce rapport, c'est d'abord l'état des lieux ou le bilan ou le diagnostic, on va dire. Un diagnostic sans phare, puisqu'on a su pointer les mots, notamment, par exemple, le manque de cohérence verticale des stratégies publiques, le manque d'harmonisation horizontale entre elles, le fait qu'il y ait un problème pour l'économie marocaine de dépasser un palier de développement et d'atteindre des niveaux de croissance qui sont sur de longue durée, qui puissent être autour de 6%. Le fait qu'il y a une vraie défiance par rapport à la justice, ça c'est quelque chose qui est cité dans le rapport et qui fait partie des principaux axes du diagnostic. Bien évidemment, par la suite, il y a eu des propositions et des axes pour pouvoir mener à bien cette refonte du modèle de développement, puisque c'est le sujet. Et là, à mon sens, je vois qu'il y a quand même des limites dans le rapport. Ce qui est dit n'est pas mauvais. Ce qui est dit est même à saluer, mais par contre, à mon sens, c'est un travail inachevé, parce que ça doit être implémenté par des politiques publiques qui soient menées par les gouvernements. Alors pour revenir à ça, le problème c'est il ne faut pas oublier qu'il y a eu d'autres travaux, d'autres réflexions qui sont venues en amont de ce nouveau modèle de développement, notamment, je cite en exemple, par exemple, les assises de la fiscalité qui ont donné des recommandations qui étaient très importantes, qui étaient très attendues. Alors, avec cette histoire de nouveau gouvernement qui est venu très rapidement en septembre, je pense que la loi de finances, on ne peut pas y voir les prémices de ce changement préconisé ni par les assises, ni par les recommandations. C'est trop court. Et on a un problème au Maroc, c'est qu'on n'aime pas les lois de finances rectificatives. À mon sens, on aurait mieux fait de garder la même trame qu'il y avait sur la loi de finances avec la note d'orientation qu'il y avait avec le gouvernement précédent, quitte à prendre le temps. L'ossature du gouvernement précédent, on la retrouve au niveau appartenance politique. Donc il valait mieux garder cette feuille de route,
quitte à justement pour pouvoir proposer un vrai projet de loi de finances qui tienne en compte les orientations, que ce soit des assises ou du nouveau modèle de développement. À mon sens, c'est encore une fois un problème de précipitation parce qu'il fallait sortir quelque chose et à mon sens, c'est très limité. Les ambitions sont énormes. Hein. Quand on parle de couverture sociale universelle, c'est pas rien. Hein. C'est quelque chose qui est justement, on va en parler juste après la pause. Le temps passe très vite. Hein. Vous voyez, on est déjà à la fin de la première partie. On se retrouve dans quelques instants après la pause. Rebonjour, bienvenue dans la deuxième partie du débrief pour celles et ceux qui nous rejoignent. Meilleurs vœux pour l'année 2022 et nous parlons donc de la rétrospective politique intérieure du Maroc sur l'année 2021 avec Mohamed Zainabi, rédacteur en chef de l'Observateur du Maroc, et Aziz Saïdi, journaliste et consultant média. Aziz Saïdi, juste avant la pause, je vous ai coupé parce qu'il fallait qu'il y ait la pause. Vous étiez en train de parler de couverture médicale. Alors allez-y, le grand chantier de la protection, un chantier contracyclique comme on appelle ça. Bien sûr, c'est un chantier énorme. La couverture sociale universelle, c'est quelque chose qui est... Enfin voilà, elle émane de la vision royale, mais elle émane aussi de ce qu'on a vécu, par exemple, pendant la pandémie, où on a vu que le filet social était quelque chose qui est vraiment nécessaire pour la cohésion du Maroc et pour la pérennité de sa souveraineté, mais aussi comment on peut pas appeler ça, de la vivacité socio-économique qu'il peut avoir. À mon sens, c'est un chantier qui est énorme et c'est un chantier. Avant la pause, on parlait du fait que le projet de loi de finances n'avait pas intégré, parce qu'il fallait sortir très rapidement une loi de finances, n'a pas intégré vraiment ces orientations. Mais on n'oublie pas que quelques semaines avant, cet été, il y avait ça a été décliné. Le projet de protection, de couverture sociale universelle a été décliné avec un calendrier. C'est-à-dire que justement la couverture médicale, c'est pour 2022. C'est tracé dans le texte. C'est imminent, c'est cette année. Voilà, donc c'est lourd parce que rien que pour faire passer les gens du Ramed à l'AMO, il y a des textes de loi, il y a des équilibres à prendre en compte. Les allocations familiales, c'est à partir de 2023-2024. Et tout ça, ça doit être goupillé avant 2025. Donc forcément, on n'a pas de temps à perdre. C'est pour ça que des fois, en voulant aller trop vite, on perd du temps. Donc, à mon sens, c'est un projet qui est fondamental, qui est maintenant prioritaire. Il doit avoir tous les moyens mis en œuvre pour sa réussite. Très bien. Alors, Mohamed Zainabi, Aziz Saïdi nous dit qu'en allant trop vite, on peut perdre du temps. Et Victor Hugo disait il faut se dépêcher lentement. Il faut aller vite, je suis pressé. Bien, Victor Hugo, Talleyrand qui a dit ça. Je ne suis pas sûr, on va vérifier. Mais... Et il faut donner du temps au temps. Et il faut du temps au temps. Bon, celle-là, elle est connue. Ça, on peut plus se permettre. Mais, alors, vous dites que si on va vite, on risque de perdre du temps. Mais si on va lentement... on va lentement. Donc, comment trouver un équilibre entre les deux ? Il y a une juste mesure. Il y a une réforme comme celle-ci. Il faut d'abord rappeler qu'il s'agit d'une orientation stratégique. C'est l'état social que veut devenir le Maroc sur orientation royale et un choix clair de donner à énormément de Marocains qui n'avaient absolument aucune ressource, parce qu'ils n'avaient pas de travail structurel, parce que, etc. D'abord de leur rassurer un minimum vital en matière de retraite quand ils sont âgés. N'oublions pas que dans notre société, il commence à y avoir de la précarité, de l'abandon des vieux, etc. C'est un signal et il faut anticiper une telle mesure d'asseoir une retraite universelle minimale pour tous, c'est une bonne chose. Assurer une couverture médicale, mais bien sûr que c'est une bonne chose. Seulement, il faut qu'il y ait de la cohérence et du pragmatisme. Nous n'avons pas encore les structures médicales qu'il faut pour... Voilà, quand on a beau avoir, une mutuelle... S'il n'y a pas les hôpitaux en face, il y a rien. Oui, effectivement. Exactement. Et là-dessus... On peut payer les soins médicaux, mais il faut qu'il y ait des soins médicaux. Il n'y a pas moyen de donner du temps au temps. Je veux dire, il faut très rapidement
qu'on commence à voir une vraie réforme du système de santé au Maroc. Voilà. Chacun de nous, quand vous avez besoin d'effectuer une radio IRM, par exemple, vous ne savez pas quel prix vous devez payer. Ce n'est pas normal. Dans les laboratoires, il n'y a pas de prix référentiel, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Il y a beaucoup d'approximations et d'aléatoires. Et il ne faudrait pas qu'on tombe dans le travers de la santé comme marchandise, comme business. Ça sera très grave. Et il ne faudrait pas qu'il y ait un système de santé à deux vitesses. Le pauvre doit pouvoir être soigné dignement au Maroc. Quand on parle d'égalité des chances dans la Constitution, ça implique tout, l'éducation, la santé et tout. Exactement. Et donc, voilà, on ne va pas entrer dans les détails et donner des leçons. Nous ne sommes pas en train de donner des leçons au gouvernement. Ils ont leur cadre, etc. Et qui les conseillent bien. On fait notre job de journaliste. Ils font leur job de membre du gouvernement. De journaliste, en tenant compte des contraintes, etc. Mais de la cohérence, s'il vous plaît. Cela étant, vous voulez dire quelque chose, Aziz Saïdi? Non, juste réagir. Juste qu'il faut les hôpitaux avant. Voilà, juste qu'il faut les hôpitaux. Vous savez, au Maroc, on n'a jamais été aussi bon que dans les situations d'urgence. On l'a vu avec la pandémie, on a vu quand il fallait construire le Tangemed, on a vu quand on a pris... Quand il fallait organiser la COP22, etc. Quand il a fallu organiser la COP22. D'ailleurs, Antonio Guterres, pour la petite histoire, une petite parenthèse, Antonio Guterres avait dit ça lors de la conférence sur les migrations ordonnées et régulières. Il a dit ça en public. Si vous devez organiser quelque chose dans l'urgence et très vite, venez au Maroc, ils sont spécialisés là-dedans. Donc voilà, pour la protection sociale, on peut le dire. C'est Antonio Guterres qui l'a dit, c'est pas moi. On va passer à la politique. Il nous reste une petite vingtaine de minutes donc pour en parler. Donc une législature précédente qui finissait le 7 septembre, des élections générales triples pour la première fois le 8 septembre, élections communales, régionales, nationales, c'est-à-dire législatives, et donc un gouvernement d'Atubani qui s'en va, un gouvernement Akhnouch qui arrive. On va en discuter rapidement. Alors avec ce taux de participation élevé, Aziz Saïdi, avec une majorité qui a été faite relativement assez rapidement, 15 jours après, elle a été annoncée, majorité claire et ramassée, est-ce qu'on aurait appris à faire les élections? Oui, les élections c'était un défi, surtout, nous l'oublions pas. Juste quelques mois avant, on était toujours en train de tâtonner parce qu'il y avait la crise du Covid, et donc forcément on ne savait pas s'il fallait y aller, et est-ce qu'on pourrait justement pour la première fois organiser un triple scrutin. Donc de manière organisationnelle, le défi a été relevé. Ça c'est indéniable. Ça a donné lieu à une majorité claire. Voilà, il y a eu, on va rentrer dans les détails. Il y a eu un parti comme le PJD qui était le chef de la majorité précédente, qui a quasiment périclité, il a explosé en l'air. Le RNI qui a pris le dessus. Et puis, à mon sens, c'est peut-être qu'on le disait tout à l'heure en off, on a les problèmes. Avant, on avait certains problèmes. Maintenant, on a des problèmes d'une autre nature. Maintenant, voilà. Est-ce qu'on aura une vraie opposition? Est-ce qu'on aura forcément ça, on en parlera tout à l'heure, justement. de ça, parce qu'effectivement, ça pose un problème. Avant l'opposition était forte, la majorité divisée, même au grand jour. Et aujourd'hui, on a une majorité qui semble cohérente. Alors, vous allez rentrer dans le détail tout à l'heure sur cette question-là précisément. Mohamed Zainabi, donc un gouvernement de 25 personnes. Élection le 8 septembre, le 22-23 septembre, donc 15 jours après, Aziz Akhnouch annonce sa majorité avec Nizar Baraka et Abdelatif Ouahibi. Clair, net. Oui, le processus, et 15 jours après, encore une fois, le gouvernement. Ouais. Donc, profil nouveau des 25. Compétences nouvelles, oui, ça va avec les profils, mais surtout département nouveau. Comment vous voyez cette nouvelle équipe gouvernementale? Il y a quand même la convergence, des choses Alors, de transition. C'est ce que disait Aziz tout à l'heure. Il y avait un problème de cohérence, de symbiose d'ensemble dans les structures gouvernementales précédentes. Et ce gouvernement voudrait rectifier le tir d'abord en créant des pôles ministériels forts, mais en assurant d'une manière stricte une mise en musique de l'ensemble, pour qu'il n'y ait pas des déperditions de budget ici et là, etc. Le concept en lui-même, personne ne pourrait le contredire. Maintenant, il faudrait qu'on
n'aille dans la pratique et qu'on trouve des signaux qui nous montrent que, voilà, sur la question, par exemple, de la communication, quand on voit Wahbi répliquer au sein du Parlement à Ouzine, oui. sur la question de stade, etc., un ministre qui voudrait qu'il y ait toujours cette cohérence de la communication, hein, cette fois. Le ministre de la communication, le porte-parole. Voilà, qu'il y ait de la cohérence, etc., ne ferait pas ça. Je veux dire, voilà. Et donc, il y a de grands vœux qui sont exprimés, qui ressortent de l'architecture gouvernementale, qui voudraient nous dire qu'on va travailler d'une manière pratique, avec une coordination d'ensemble, etc. Mais ça doit se vérifier sur le terrain. Et le Marocain lambda doit capter ce signal directement, sans avoir à le chercher difficilement. Alors, je vous fais rebondir, Aziz Saïdi, sur ça. Effectivement, on peut être critique vis-à-vis du gouvernement. Sur la communication, c'est pas terrible, mais pour autant, quand même, on a des cadres nouveaux, on a des compétences nouvelles. On a 3 membres de la commission spéciale sur le modèle de développement, Chakib Ben Moussa, Abdeltif Miraoui et Leïla Ben Ali, donc qui sont des spécialistes là-dedans, qui connaissent bien le modèle de développement. On a 2 postes de transition, la transition numérique, la transition digitale. On a la convergence des politiques publiques et l'évaluation des politiques publiques. On a la petite entreprise et les compétences. Ce sont quand même des choses qui sont... On a le préscolaire qui est entré dans le ministère de l'Éducation nationale. On a la jeunesse et les sports qui date d'il y a très longtemps, qui a été scindé. On peut considérer que de donner du crédit avant ces 100 jours, sachant que les 13 milliards de dirhams qui avaient été promis en fin d'année vont être débloqués pour 2022, qu'il y a cette question du concours pour les enseignants, qui n'a pas fait que des heureux, mais parfois il faut partir, il faut trancher dans le vif. Il y a quand même des choses qui sont faites. Comment vous voyez les choses au départ, indépendamment de la communication, qui effectivement n'est pas terrible? D'abord, pour revenir sur la question de la communication, parce que c'est quelque chose qui est important. On est à l'ère de la communication, c'est vrai que c'est important. La politique, c'est le symbole, et la communication est l'outil de prédilection de la symbolique. Et justement, pour savoir-faire et faire savoir, comme on dit. Voilà, et rien que pour revenir sur cette question de fermeture des frontières, ou là des vols, ou là, il y a des couacs terribles. Et puis on voit que le gouvernement, même en ayant 2 chargés de communication, mais c'est pas le gouvernement qui communique. On a des communiqués de la RAM, des communiqués de l'ANDA, des communiqués, alors que normalement c'est le gouvernement qui prend cette décision. Après, au-delà de la communication, il faut le dire, ma vision est peut-être plus critique que la vôtre. Il y a eu des couacs dès l'installation du gouvernement. N'oublions pas l'histoire de la ministre de la Santé qui était démise 1 semaine après son arrivée. Très éphémère, ministre de la Santé. C'est des choses, à mon sens, aussi pour l'éducation, le fait, cette barrière des 30 ans pour aller... Et en faire la priorité. C'était vraiment... Pourquoi une question aussi clivante? Pourquoi ne pas mettre en avant l'autonomisation de l'école, sa capacitation? C'est des choses qui sont beaucoup plus importantes que le fait de mettre en place un seuil. En même temps, on est d'accord qu'un enseignant doit avoir la vocation. On ne fait pas enseignant par défaut à 45 ans. Mais faudrait-il commencer par ça, je veux dire. Oui. Chacun. Non, la question est en débat. Chacun a ses avis. Moi, mon avis, il n'est pas aussi tranché que ça, mais je dis que commencer par une question aussi clivante, parce qu'il y a des arguments. Il y a des arguments pour ceux qui disent que, pour les fameux 30 ans, là, on vient exclure une catégorie du jour au lendemain. Quand on veut prendre de telles décisions, c'est comme l'histoire du pass vaccinal. Il faut qu'il y ait un débat avant, il faut qu'il y ait une période transitoire. Là, on vient directement et on coupe dans le vif. Parfois, on n'a pas le temps non plus. Tout à fait, mais à mon sens, en tout cas, et ça n'engage que moi, il y avait d'autres priorités pour la réforme de l'éducation que celle du seuil, le seuil pour les enseignants, à mon sens. Et voilà, donc il y a quelques éléments qui ont fait que, à mon sens, on a les fameux 100 jours de grâce, ils ont été cassés dès le début. En même temps, ils sont à peu près à 350 000 ou 350 000 candidatures. Ça fait quand même 1% de la population marocaine qui se découvre une vocation de prof. Tout le monde voudrait être prof. Avec quel niveau, etc. Mais
encore une fois, la génération future aussi. C'est une question de priorité. Je veux dire, je vous ai donné l'exemple de la surcharge des classes. C'est une question plus prioritaire que celle de l'âge. Il y a vraiment d'autres éléments, enfin d'autres axes prioritaires que ça. Pour revenir sur l'ossature ou l'architecture du gouvernement, on a ces départements ou ces dénominations que vous avez citées, elles répondent en écho à ce qui a été dit dans le rapport pour le nouveau modèle de développement, mais aussi pour une orientation qui vient de plus loin. Il ne faut pas oublier que sous l'ancien gouvernement et sous l'égide de Mohamed Ben Chaboun, on parle de restructuration du portefeuille de l'État à travers justement la création de grands pôles avec des entreprises qui ont des missions publiques, et là on ne demande pas du rendement, et d'autres qui ont un objectif de rendement. Et c'est le rendement qui paye par un système de péréquation dans ce portefeuille étatique. Donc il y avait déjà ces prémices-là. Dans la dénomination, c'est là. Mais encore une fois, je reviens à cette loi de finances, peut-être que je suis trop figé dessus. J'ai pas l'impression qu'on a été jusqu'au bout du travail qui a été fait avant. Et sachant que ceux qui étaient là, ils faisaient partie de cette majorité gouvernementale, en tout cas en partie. Je parle du RNI. Ils étaient là, ils étaient aux commandes. Donc c'est quelque chose. Et là, pour le coup, on n'a pas de temps à perdre. Là, pour le coup, il faut aller très rapidement. Et surtout, vous le savez, en période de crise, la crise, c'est aussi une opportunité pour le changement. Et ce changement, il doit s'appuyer sur des signaux forts. Et ces signaux forts, il fallait, à mon sens, les donner dans ces fameux 100 jours, et force est de constater que ce n'est pas l'impression que j'ai. La trop grande prudence sur un taux de croissance de 3,2%, sur la création de 1 million d'emplois avec un taux moyen de 4%, ce qui ne concorde pas avec la théorie sur l'émergence qui demande, qui veut qu'on soit sur 5, 6, 7, 8%. Et il tablait toujours sur la pluie pour avoir une bonne croissance, la dépendance à la pluviométrie. C'est vrai on n'a pas encore des mesures de rupture. On a un gouvernement de rupture, mais on n'a pas encore les mesures de rupture qui vont avec. On va encore attendre. Mais revenons à la politique politicienne, Mohamed Zeinabi. Aziz Saïdi en parlait tout à l'heure, mais lui, je le réserve la question sur opposition-majorité. PJD, 125-12, 125-13. Oui. Et dans la foulée, l'ancien secrétaire général et ancien chef du gouvernement, Abdelillah Ben Kiran, qui revient. Voilà. Et le jour de la déconfiture et de la bérésina, parce qu'on peut appeler ça comme ça, démission du secrétaire général et du secrétaire général. Et du bureau politique, etc. De toutes les structures, bien sûr. Le grand perdant des élections, des dernières élections, c'est le PJD. Sa défaite n'est pas une surprise en elle-même. L'usure du pouvoir. C'est l'usure du pouvoir. Mais c'est l'ampleur qui est... C'est l'ampleur, exactement. Qu'il y ait si peu de sièges au Parlement, qu'il n'ait... Juste une petite parenthèse comme ça qui me vient à l'esprit. Ouais. Un pays qu'on connaît bien, en l'occurrence la France, en 2017, à début 2017, fin 2016, François Hollande, patron du Parti Socialiste, classique du Parti Socialiste, et président. Là, ils sont à 5-6%. Oui, donc, mais comparaison n'est pas raison. Les contextes ne sont pas les mêmes. Et puis, le PJD, c'est un cas. Parti à fondement islamiste, etc. À force de vouloir trop vivre et perdurer en défendant les valeurs, en revenant à son fondement religieux, etc., en jouant là-dessus, on le voit bien, ça peut tenir 5 ans, 10 ans, mais après, c'est la débâcle. Maintenant, le mauvais signal, si j'ose dire, qu'on voit le PJD, c'est que il fait preuve d'un... Enfin, il montre les signaux d'un parti bloqué, puisque c'est Ben Kiran qui revient. Et ça soulève un problème fondamental au Maroc, c'est celui des renouvellements du personnel politique et des élites politiques. Alors, je vous rappelle que Saadine Latmani était secrétaire général adjoint en 2004. Et il a perdu contre Ben Kiran en 2008. Et c'est entre les deux. Voilà. C'est Latmani qui revient, maintenant c'est Ben Kiran qui revient. Et pourtant, il y a quand même des voix
qui ont exprimé quelque peu une certaine opposition à l'intérieur du parti, mais on ne les entend plus. Ce sont les apartis qui détiennent toujours le pouvoir au sein du parti, mais c'est symptomatique de ce qui se passe dans la plupart des partis marocains. Aujourd'hui, avec l'USFP, on est en 2022, il avait laissé entendre, comme Wahabi et les autres, Mohamed Lansar, avant les élections, qu'ils allaient partir et passer le relais. Aujourd'hui, le Shgar dit qu'on le supplie de rester, il pourrait rester. Alors, ce n'est pas bon pour le pays. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien pour l'avenir du pays. Et on a beau aujourd'hui faire des reproches au gouvernement, parce que c'est l'exécutif, ils ont le pouvoir, ils vont décider, etc. Mais regardons aussi notre société en face. Il y a les élites politiques qui dorment sur leur laurier, et il y a des caciques, des copains, etc., qui veulent rester indéfiniment à la tête de ces structures. Qu'en est-il des élites culturelles ? Des élites éclairées qui pourraient susciter des débats pour ouvrir les yeux des Marocains sur des sujets tabous, faire bouger les lignes. Aujourd'hui, par exemple, les chrétiens du Maroc écrivent au chef de gouvernement « Nous voulons la liberté de culte, etc. » Que va-t-il leur répondre ? Cela étant, on va quand même remarquer quelque chose qui... Alors, si Mohamed Lansar est secrétaire général depuis 1986. Donc ça remonte à... Il n'y a pas eu de véritable relève au niveau du PJD. Driss Shgar avait dit, premier secrétaire du parti de l'USFP, avait dit en juillet qu'il n'allait pas se représenter. Pourquoi l'a-t-il dit alors que les statuts l'empêchent de faire un troisième mandat? Donc, mais pour autant, il y a quand même du bon. On se rappelle que Salah Bzouar avait démissionné le jour de sa défaite en 2016. On se rappelle quand même que l'Atmani a démissionné le jour de sa défaite en 2021, que le PAM a une certaine relève. Abdel Fouabi n'a jamais fait partie des caciques des partis, et pourtant, il est venu juste après l'Islam Maliki qui avait démissionné après la défaite de son parti. Enfin, la défaite, il était numéro 2 en 2016, mais il considérait qu'il devait être premier ou partir. Donc il y a quand même des petits signes comme quoi c'est en train d'évoluer. Mais ce n'est pas suffisant pour donner envie aux jeunes de faire de la politique. Aussi vite que l'action gouvernementale. Aziz Saïdi, j'en reviens à votre question dont vous parlez tout à l'heure. Donc effectivement, sous la mandature précédente, la législature précédente, on avait donc un gouvernement qui était disparate. 5 ou 6 partis étaient 6, ils sont redevenus 5, et une majorité en face qui était plus ramassée, même si elle était dispersée. Entre l'Istiqlal et le PAM, c'était jamais la grande amitié. Bon, maintenant ils sont au gouvernement, mais avant c'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a une majorité extrêmement ramassée, une majorité cohérente qu'on retrouve du haut jusqu'au bas, c'est-à-dire du gouvernement jusqu'à la commune, les grandes communes du moins. Et en face, une opposition émiettés, totalement dispersés, balkanisés pour reprendre le terme, même avec des partis qui n'ont pas l'habitude d'être dans l'opposition, comme l'UC, comme le mouvement populaire. Comment vont fonctionner les institutions? Sachant que dans le pacte de la majorité, les trois vainqueurs, enfin les trois partis de gouvernement, ont dit qu'il fallait écouter la minorité, enfin l'opposition. Comment vous voyez les choses? Justement, pour moi, c'est une question fondamentale, parce que c'est la mécanique même de la démocratie, c'est d'avoir une majorité, une opposition, et qu'il y ait une opposition d'idées, pour pouvoir faire avancer les choses et faire bouger les lignes selon l'état de la société et l'opinion publique. Vous l'avez dit, la majorité actuelle, c'est une majorité confortable. C'est-à-dire, numériquement, avec ces trois partis, il y a un certain confort pour pouvoir faire passer leurs décisions, leurs réformes, le cas échéant. En face, l'opposition est émiettée, comme vous l'avez dit. On va parler peut-être du PJD. L'ampleur de la débâcle du PJD vient, à mon sens, vous le savez, rien que si on partait du principe du nombre de militants du PJD, les scores devraient être supérieurs. Ça veut dire que la sanction est venue de l'intérieur. Elle est venue de l'intérieur. Aussi de l'intérieur, exactement. Là, il y a la question de la gauche. C'est la question à travers l'USFP ou d'autres partis, mais c'est une question de la gauche qui doit se régénérer.
Parce qu'on n'a pas encore digéré le gouvernement Yousfi, où on avait, avec cette alternance, les Marocains ont porté, enfin, ils avaient des aspirations. Enfin, on vit tous dans le même pays, on sait tous qu'il y a des inégalités dans ce pays et que normalement, le langage de la gauche devrait être celui le plus percutant. Parce que, et on le voit d'ailleurs, quand on parle d'État social, quand on parle de couverture, ça c'est des idées de gauche. C'est clairement des idées de gauche. Et pourquoi cette gauche n'arrive pas à capitaliser sur ça pour se refaire pour peser de son poids sur le débat? Eh bien, c'est à cause de ces caciques qui ne veulent pas lâcher leur strapontin. Et à mon sens, enfin, comme vous l'avez dit, le cas Chgar est symptomatique. Quand on vient me dire que maintenant on le supplie pour rester, c'est vraiment. C'est une faute habituel. Voilà, mais c'est quelque chose. Et puis ce qui est désespérant aussi, c'est la partie de la gauche réformatrice, on va appeler ça comme PSU et autres. On a bien vu comment ils se sont eux aussi perdus, oui, malheureusement, perdus dans des bagarres de personnes, etc. Et même eux qui savaient parler aux jeunes, qui investissaient les réseaux sociaux, etc. On a bien vu que, voilà, c'était une petite bagarre de personnes. Alors, on va souhaiter, merci pour vos interventions, on va souhaiter à nos téléspectateurs et téléspectatrices meilleurs vœux 2022 et on va souhaiter aussi au gouvernement meilleurs vœux pour 2022. Bien sûr. Et à l'opposition. Et à l'opposition aussi. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à la semaine prochaine.